Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de l'Instant Star Wars, aujourd'hui dédié au plus redoutable des chasseurs de la marine impériale, le TIE Défenseur. Le Défenseur TIE était l'un des chasseurs stellaires les plus redoutables de l'Empire conçus durant la guerre civile galactique. Mais avant de vous raconter son histoire, commençons la présentation technique de l'appareil. Le Défenseur TIE fut créé dans l'usine de Sienar Fleet Systems, société qui était spécialisée dans la création de vaisseaux et notamment la série de chasseurs stellaires TIE. Son prix de 350 000 crédits, soit 5 fois plus cher que la production d'un chasseur TIE classique, fut la raison de sa création en faible quantité. Le chasseur devait pouvoir rivaliser contre les chasseurs nouvelle génération de l'Alliance rebelle, c'était donc normal que ce dernier soit équipé d'un armement et d'une propulsion extrêmement bien étudiée et très dévastatrice. Il transportait un arsenal composé de 2 lance-missiles MG2, comportant chacun 4 missiles qui pouvaient être aussi bien des roquettes à protons que des missiles à concussion. Il y avait 4 lasers LS9.3 et 2 canons à ion NK3, et un faisceau tracteur pouvait aussi être équipé. Cet équipement de combat était donc largement supérieur à celle des chasseurs rebelles comme les X-Wing et même les plus dangereux tels que les A-Wing. Mais les pilotes impériaux n'étaient pas toujours d'accord à l'idée de transporter autant de puissance de feu, considérant cela comme trop risqué ou osé. La partie arrière du Défenseur TIE possédait là encore, comme tous les autres modèles de TIE, des panneaux solaires. L'énergie était alors stockée grâce au réacteur à ionisation solaire IS-4D. On y retrouvait aussi 2 turbines à ion jumelées PSZ 9.7 qui garantissaient la propulsion. Le Défenseur TIE pouvait atteindre une vitesse 40 fois supérieure à celle des TIE classiques. La présence d'un générateur de bouclier déflecteur Novaldex et d'un hyperdrive donnait aux chasseurs la possibilité d'agir indépendamment des vaisseaux de guerre impériaux. Quant à la capsule de pilotage, elle restait semblable à celle des autres modèles de TIE, gardant les mêmes désavantages comme la présence d'un angle mort pouvant servir de point faible pendant un combat. Le pilote pouvait choisir son mode d'atterrissage, automatique ou manuel, et posséder un antivol sécurisé par un mot de passe. Pour le pilotage du chasseur, des pédales garantissaient le contrôle de la vitesse, et des manettes optimisées permettaient de choisir les trajectoires. En combat, le pilote disposait des gâchettes situées au sommet des manettes de commande, et le contrôle des autres systèmes était installé sur le panneau de commande central. Notons que le système de survie n'était pas non plus des plus optimisés, et les pilotes devaient revêtir la combinaison standard. Malheureusement pour les pilotes de l'Empire, le droit de pouvoir le piloter n'était accordé qu'aux vétérans. Ainsi, seuls les pilotes d'intercepteurs TIE ayant survécu à 20 missions avaient l'autorisation de s'entraîner sur le Défenseur TIE. Ceux sélectionnés devaient alors passer une série de tests de rapidité et de précision qui leur faisaient d'ailleurs revivre à l'aide d'un simulateur des batailles historiques. Certains pilotes se plaignirent alors du Défenseur TIE le trouvant trop éloigné des standards impériaux. Nous allons maintenant nous intéresser à l'histoire de ce chasseur qui a traversé la guerre civile galactique et qui a perduré jusqu'à la campagne de l'amiral Thrawn des années après la bataille d'Endor. C'est donc durant la guerre civile galactique que l'Empire commença le développement d'un projet secret qui avait pour but la création d'un chasseur stellaire capable de rivaliser avec n'importe quel type d'adversaire. Le projet était dirigé par les plus talentueux commandants de la marine impériale. Le premier prototype fut créé et avait pour appellation TIE Avancé X7. Des prototypes furent notamment donnés à l'escadron Onyx. L'Empire voulut tester l'efficacité des chasseurs pendant la bataille de Hoth, qui réussissèrent à détruire 2 frégates Victoire. Mais 6 défenseurs TIE furent détruits et un fut volé par des pilotes rebelles qui l'examinèrent. L'Empire revu la conception du Défenseur TIE et l'amiral Demetrius Zarin supervisait les travaux. Une fois la production terminée, Dark Vador commanda une série de Défenseurs TIE. Mais lors de la livraison, les rebelles tentèrent d'intercepter la cargaison. Ils furent tous détruits par des TIE Avengers, un autre type de chasseur TIE. Les Défenseurs TIE étaient donc convoités dans toute la galaxie, et cette technologie de pointe fut d'ailleurs la cause de la trahison de l'amiral Arkov et Zaharin envers l'Empire. Zaharin réussissa même à mettre en déroute les troupes de Vador et faire un coup d'état seulement grâce à l'utilisation des Défenseurs TIE lors des combats. Mais Zaharin fut vaincu par les forces impériales et ses troupes furent quasiment anéanties. Plus tard, l'Empire se fit une nouvelle fois voler les plans de ses puissants chasseurs par des pirates. En effet, alors que l'amiral Thrawn était chargé du transfert des plans des Défenseurs TIE, la navette impériale T4S qui contenait les précieux documents fut dérobée lors d'une attaque par un groupe de pirates. L'Empire ne tarda pas à envoyer une garnison récupérer les plans, mais les impériaux tombèrent sous le feu de l'amiral Zaharin, bien décidés à se venger. Alors en pleine bataille, pirates Nami en profitèrent pour dérober un défenseur TIE. L'Empire était en proie au chaos,
Les pirates Nami disposaient maintenant de défenseurs-T et une alliance avec les rebelles allait bientôt voir le jour. Et l'amiral Zaharin lui aussi avait sa flottille de défenseurs-T. Face à un tel problème, l'amiral Thrawn n'avait plus vraiment les moyens de riposter afin de détruire les derniers défenseurs-T volés et rétablir l'ordre dans l'Empire. Mais c'était sans compter sur l'intelligence de l'amiral impérial qui lança la production de chasseurs stellaires encore plus puissants capables de faire face aux défenseurs-T. C'est donc dans les îles de Cygnus Spaceworks que naissèrent les Missile Boats, spécialement conçus pour contrer les défenseurs-T. Les Missile Boats furent déployés et toutes les menaces anéanties, que ce soit les pirates ou les forces de Zaharin, qui périrent dans la destruction du Vorkencakes. Bien plus tard, après la bataille d'Endor et l'Empire vaincu, les vestiges de l'Empire, pour surveiller ses frontières, utilisèrent les défenseurs-T. Iran Riyad dirigea notamment l'escadron Étoile Rouge à bord du Red Star One. Puis, après la mort de l'empereur ressuscité, les défenseurs-T de dernière génération se retrouvèrent dans les forces de Shadowspawn, un prophète du côté obscur qui comptait faire renaître l'Empire. La Nouvelle République intervenit rapidement grâce à un plan de Wedge Antilles. Toutes les forces de Shadowspawn, dont les défenseurs-T, furent anéanties. Les défenseurs-T refirent surface en l'an 9 après la bataille de Yavin, lorsque l'amiral Thrawn préparait le retour des vestiges de l'Empire. Les chasseurs stellaires, toujours aussi difficiles à produire et à entretenir, furent utilisés comme patrouilleurs le long des frontières des vestiges de l'Empire. Mais quand Thrawn fut assassiné par des Noghri, les défenseurs-T ne seront plus utilisés lors des combats, même si on ressent certaines utilisations des puissants chasseurs pendant la guerre des Yuzong-Vong. Et voilà, l'épisode 3 de l'instant Star Wars est maintenant terminé. N'hésitez pas à aimer et à commenter ou bien à réagir sur le topic. Je vous dis à plus pour un prochain épisode et je m'excuse pour le retard de cet épisode. C'était tout simplement parce que j'avais des orales blancs de français. Voilà, allez à plus tout le monde.